bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présente et présent là, à cette conférence sur le guide qu'on a développé en fait dans le cadre de mon doctorat. Donc, je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Et voilà. Donc, quand je vous disais que c'était une histoire de famille, je vous présente sur la première page du guide que je vais vous présenter aujourd'hui ma sœur Anne. Anne a une déficience intellectuelle profonde et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai poursuivi là, mon parcours en ergothérapie et par la suite là, en recherche à la maîtrise et au doctorat. Et je suis maintenant professeure au département d'ergothérapie avec mon intérêt en recherche auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, vous allez voir, là, si vous regardez un peu le guide, là, vous allez voir Anne au travers du guide. Donc, sans plus tarder, pour moi, mes objectifs là, que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette présentation, c'est tout d'abord, quand on parle de la transition vers la vie adulte, de quoi on parle? J'imagine que ça ne sera pas une surprise non plus, là, qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle profonde, mais on va quand même là, juste l'aborder très brièvement. Je vais vous présenter aussi quelle a été la démarche en fait que j'ai réalisée auprès des parents et aussi des intervenants qui ont tous collaboré là, dans la création de ce guide-là. Et par la suite, on va faire un survol des éléments clés du guide qui est disponible justement sur le site de l'accompagnateur. Donc, mon but, c'est pas là, vraiment de l'éplucher page par page, mais de regarder les sections principales. Et je pourrai là, par la suite là, répondre à des questions plus précises là, à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, ce guide cible la population de personnes présentant une déficience intellectuelle profonde. Donc, qui sont-ils, en fait? Qui sont-elles? C'est des personnes qui présentent un besoin de soutien important dans la réalisation de leur activité de la vie quotidienne. Donc, par exemple, ma sœur, elle nécessite du soutien pour l'habillage, l'alimentation, l'hygiène, mais elle peut tout de même là, participer à l'ensemble de ces activités-là lorsqu'on lui en donne l'opportunité. C'est des personnes aussi qui présentent principalement une communication de type non verbal. Donc, ils vont en fait exprimer leurs besoins souvent par des gestes, des positions de la tête, mais il faut bien sûr être attentif à ces signes-là aussi. Et souvent, elles vont présenter également des difficultés motrices et sensorielles. On a étudié plus précisément là, dans ce guide-là la transition vers la vie adulte. Qu'est-ce que c'est en fait à l'enfance et à l'adolescence, les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde ont l'opportunité de fréquenter l'école spécialisée jusqu'à l'âge d'environ 20 ans. Il y en a qui décident de quitter plus tôt, mais je pense que la majorité décide là, de fréquenter jusqu'à l'âge de 21 ans. Après 21 ans, qu'est-ce qui se passe? L'option principale, c'est la fréquentation d'un centre d'activité de jour, souvent offert par un organisme communautaire ou par le réseau de la santé, anciennement dit les centres de réadaptation des déficience intellectuelle. On va être transparent. C'est sûr qu'actuellement, les places en centre d'activité de jour se font rares et c'est souvent une fréquentation à temps partiel, mais reste que c'est l'option principale là, pour l'âge adulte. Quand on parle de la transition vers la vie adulte, on parle aussi du passage des services de santé pédiatrique aux services de santé pour adultes et l'expérience des parents, tout comme dans la littérature, on ressort beaucoup un peu là, des services beaucoup plus ponctuels et l'expertise en déficience intellectuelle est beaucoup plus limitée qu'à l'enfance. Donc, les parents, souvent, se sentent un peu perdus là, dans ce nouveau réseau de la santé pour adultes. Donc, c'est l'ensemble de ces changements-là qui ont lieu autour de l'âge de 21 ans qui, en fait, constituent la transition vers la vie adulte et donc le sujet de ce guide-là. Possiblement que plusieurs d'entre vous avaient entendu parler de l'approche de la transition de l'école à la vie active, qui est en fait la principale approche pour guider la planification de la transition vers la vie adulte pour les personnes qui sont en situation de handicap au Québec. Qu'est-ce que c'est la TEVA? En fait, ça comprend trois phases. La première phase se dit donc d'exploration où environ 3 ans avant la fin de la fréquentation scolaire, on va regarder avec la personne et sa famille
c'est quoi ses intérêts, ses forces et ses défis au quotidien pour finalement arriver à la phase de personnalisation où on va regarder avec la personne et sa famille quels pourraient être les objectifs de développement pour les dernières années de fréquentation scolaire et qui pourraient être les partenaires potentiels pour accompagner la personne dans l'accomplissement de ses objectifs de développement et aussi qui pourraient être les partenaires pour son projet de vie à l'âge adulte. Parce que oui, l'identification de ses intérêts, ses forces et ses défis, c'est aussi pour lui permettre de cerner quel serait son projet de vie à l'âge adulte et les objectifs de développement, c'est dans le but justement de lui permettre d'accomplir son projet de vie. La phase de concrétisation, qui est la dernière phase, donc souvent la dernière année de fréquentation scolaire, c'est de planifier les occupations et les ressources qui vont permettre à la personne de réaliser son projet de vie. Là, l'approche Teva a l'air bien beau, bien belle, mais lorsque on abordait en fait les personnes présentant une déficience intellectuelle profonde et cette approche-là, les intervenants avaient souvent des questions pour dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser, cette approche-là, auprès de ces personnes-là. Donc, quand on parle de la phase d'exploration, qu'est-ce qu'on fait pour identifier ses intérêts, ses préférences, puis comment on fait pour justement identifier son projet de vie à l'âge adulte? Les intervenants nous disaient aussi, on se demande beaucoup, en fait, c'est quoi leur capacité? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes de développement dans les dernières années de fréquentation scolaire? Et donc, quels pourraient être ses objectifs durant les dernières années de fréquentation scolaire? Et pour la phase de concrétisation, c'était, en fait, c'est bien beau, mais ça serait quoi, en fait, les options communautaires, socio-professionnelles qu'on pourrait leur offrir? Et en fait, souvent aussi, les parents me disaient, en fait, souvent, on n'a même pas accès à la démarche Teva parce qu'il y a tellement pas d'options à l'âge adulte que certains intervenants se disaient, et là, ça fait quelques années, se disaient, ça ne vaut pas la peine, en fait, d'entreprendre une démarche Teva parce que, justement, il n'y a pas grand-chose après. Et là, de se dire, je pense bien qu'on pourrait, en fait, venir adapter l'approche Teva pour la réalité des personnes ayant une déficience intellectuelle profonde et leur famille. Et c'est un peu cette réflexion-là qui a guidé, en fait, ce projet-ci et donc la création de ce guide-là. Donc, la démarche partenariale qu'on a entreprise avec des intervenants autant du milieu communautaire, de la santé et du milieu de l'éducation, et ainsi qu'avec des parents, visait en fait à développer, en collaboration avec ces acteurs clés-là, une stratégie de soutien pour faciliter la planification de la transition vers la vie adulte. Et dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter en fait comment on est arrivé à choisir un guide et comment en fait, par la suite, on l'a développé, ce guide-là. Si on remonte environ à environ 5 ans, en fait, ce que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise et de doctorat, j'ai fait des entrevues individuelles avec des parents, ainsi qu'avec des intervenants pour comprendre c'était quoi en fait leurs besoins en termes de planification de la transition vers la vie adulte pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde. Et ce serait quoi en fait les stratégies de soutien, les solutions qui permettraient de répondre à leurs besoins. Donc, via ces entrevues-là, on a eu une belle liste de 14 stratégies de soutien pertinentes selon le point de vue des parents et des intervenants. Ce qu'on leur a demandé ensuite, c'est de venir les prioriser, ces stratégies de soutien-là, en ayant bien sûr en tête qu'il y en a qui sont irréalistes là, dans le cadre d'un doctorat. Donc, par exemple, la stratégie qui ressortait le plus souvent, c'était augmenter les places en centre d'activité de jour. Bon, malgré mon grand intérêt et mes quelques contacts, j'ai quand même un certain pouvoir plutôt limité à ce niveau-là. Donc, on leur demandait, lorsqu'ils devaient prioriser, garder en tête qu'est-ce qui était réaliste aussi. Donc, via un sondage individuel, les parents et les intervenants ont tout d'abord dû noter les 5 stratégies de soutien les plus réalistes et pertinentes, selon leur point de vue, qu'ils aimeraient qu'on développe au travers de ce projet-là. On a ensuite réalisé un groupe de discussion avec les intervenants où on leur demandait, avec les 5-6 stratégies de soutien les plus pertinentes qui sont ressorties via le sondage, selon vous, selon votre réalité terrain, qu'est-ce qui serait réaliste et pertinent? On est donc arrivé environ à 4 stratégies de soutien qu'on a présentées ensuite au comité collaboratif constitué, en fait, qui chapeautait l'ensemble de mon projet de doctorat.
et qui était constitué de gestionnaires du milieu communautaire, de la santé et de l'éducation, ainsi qu'un parent. Et donc, c'est ce comité-là qui ont fait la sélection finale du guide. Donc, via l'ensemble de ces démarches de priorisation, le comité a décidé, bien, allons de l'avant dans la création d'un guide spécifiquement développé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde. Et donc, par la suite, pris en compte ce qu'on ressortait dans la littérature, ce qui était ressorti des entretiens et des discussions avec les différents parents, les différents intervenants, et j'ai élaboré une première version de ce guide-là qu'on a présenté au comité constitué, si je vous le rappelle, là, de gestionnaires et de parents. Ils m'ont donné des points à améliorer, à bonifier. J'ai refait une deuxième mouture et ainsi de suite là, pour arriver à la version finale du guide qui a été également validé là, par deux personnes qui sont reconnues ici en Estrie là, comme étant expertes dans le domaine de la démarche TEVA pour s'assurer que le guide était complet et en accord là, avec ce qui se faisait ici au Québec. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les grandes lignes là, de ce guide de la transition qu'on voit ici. Donc, pour nous, c'est important que ce guide-là soit ancré dans la démarche TEVA qui se fait en fait pour toute personne en situation de handicap. Donc, on va quand même retrouver les trois grandes phases d'exploration, de personnalisation, de concrétisation, mais on va quand même proposer des actions qui sont spécifiquement adaptées là, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde. Donc, quand ce guide-là est-il pertinent? La majorité des intervenants et des parents se disaient, bien, pour nous, l'âge de 16 ans, ça serait vraiment un bon moment pour débuter une approche, une démarche TEVA. Souvent, il y a comme un changement d'étape là, ici au niveau du milieu de l'éducation. Ça serait un bon moment justement pour entreprendre la réflexion face au projet de vie à l'âge adulte. Et donc, l'âge de 16 ans, ça serait un bon moment. Et qui sont les acteurs clés à impliquer dans cette démarche-là? C'est sûr que la personne principale à mettre au cœur de cette démarche, c'est le jeune et ses parents aussi. Ensuite, c'est souvent chaque milieu de l'éducation a une personne responsable de la TEVA. Donc, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va connaître les différents partenaires dans la communauté à impliquer ensuite dans la démarche. Et donc, qui sont ces partenaires, autant dans le réseau de la santé, de l'éducation communautaire, qui vont pouvoir également s'impliquer dans cette démarche-là pour le jeune. Donc, ça peut être, par exemple, des partenaires qui offrent des services d'activité de jour dans la communauté, des partenaires des centres d'activité de jour dans le milieu de la santé. Ça peut être des personnes qui connaissent très bien la personne ayant une déficience intellectuelle profonde, qui vont pouvoir bonifier, en fait, là, la compréhension qu'on a de son projet de vie, si la personne a une gardienne, par exemple, à domicile, qui voit dans différents contextes. Donc, toutes personnes qui peuvent contribuer à soutenir la personne dans son projet de vie, dans l'identification de son projet de vie est pertinent à impliquer. Donc, tout d'abord, commençons par la phase d'exploration qu'on retrouve dans ce guide-là. Lorsque j'ai réalisé les entrevues avec les parents, plusieurs parents me disaient on a des informations très diverses concernant le transfert dans le réseau de la santé, concernant aussi l'aide et la solidarité sociale, les mesures de protection juridique. Le discours est vraiment très divergent entre les professionnels ou entre ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, dans les sites Internet et tout ça. Je dis, ça serait vraiment intéressant d'avoir une place où on retrouve la bonne information pour justement arrêter de chercher et de perdre de l'énergie et du temps. Donc, pour nous, c'était pertinent dans ce guide-là de retrouver des fiches ressources qui abordent ces trois enjeux-là. Ce n'est pas des fiches ressources exhaustives. On retrouve vraiment les éléments clés qui nous permettent là, de se retrouver à travers ces trois thèmes-là. Mais aussi, on retrouve en fait les liens, les bons liens où on devrait aller pour justement avoir plus d'informations. Donc, ces fiches ressources-là se retrouvent en annexe dans le guide-là. Et le but, c'est par la suite d'outiller les parents à savoir quel professionnel de la santé va pouvoir les outiller et les guider dans les bonnes démarches. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'identification du projet de vie de la personne? Donc, on retrouve tout d'abord, oui, d'identifier les intérêts, et ensuite d'expérimenter dans la communauté de nouvelles activités.
on va retrouver différentes stratégies de soutien pour cette étape-là d'identifier son projet de vie. Dans le guide, on retrouve une grille d'observation pour l'identification des champs d'intérêt de la personne. Cette grille-là peut être complétée autant par la personne enseignante du milieu de l'éducation qui connaît très bien la personne, ça peut être complété également par la famille et toute personne qui côtoie la personne ayant une déficience intellectuelle et qui la voit en fait évoluer dans différents contextes. C'est important et moi, je me fie à mon expérience personnelle. La vision que j'ai de ma sœur n'est pas la même que la vision que mes parents ont de ma sœur. Et donc, c'est important justement d'aller trianguler, d'aller chercher ces différentes opinions-là pour avoir un portrait le plus complet et ce, dans différents contextes. Donc, comment cette personne-là évolue en termes de motricité globale, de motricité fine, au niveau sensoriel, y a-t-il des textures qu'elle aime plus? Cognitif, au niveau des actions, réactions, y a-t-il des jeux qu'elle aime particulièrement? L'autodétermination, comment elle exprime ses besoins, la personne? C'est quoi ses préférences? Est-ce qu'elle accomplit des responsabilités dans la vie de tous les jours? Les interactions personnelles, est-ce que des personnes qu'elle aime particulièrement? Qui sont les personnes clés qui l'allument justement dans sa vie de tous les jours? Y a-t-il des activités dans la communauté qui font du sens pour elle? Et on peut regarder son niveau d'intérêt, ses forces à travers ces activités-là et ajouter des commentaires. C'est une grille qui se veut vraiment très modifiable, pour adapter au contexte de pratique de la personne et au contexte aussi familial de la personne. C'est vraiment juste un guide où qu'on peut modifier au fur et à mesure, mais d'avoir au moins un canevas qu'on peut utiliser. Ah oui, c'est ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire également pour nous aider à compléter cette grille-là? De plus en plus dans la littérature, on retrouve en fait le photo-voix ou le photo-voice en anglais. Qu'est-ce que c'est le photo-voix en fait? C'est l'utilisation de photos de la personne dans son quotidien qui nous permettent en fait de discuter, de points de repère pour guider en fait différentes discussions qu'on peut avoir. Donc, par exemple, on pourrait se dire, bon, mais dans cette rencontre-là, on demande à chaque personne qui côtoie la personne dans son quotidien d'emmener des photos qui nous permettent de transmettre en fait l'autonomie de la personne, ses intérêts, donc la voir dans l'accomplissement de différentes activités qui ont du sens pour elle. Et donc, on peut utiliser ces photos-là pour exprimer en fait et démontrer les intérêts et les préférences de la personne. Parce que des fois, c'est comme si on se fait demander quelles sont tes qualités? Oh mon Dieu, là, tout d'un coup, on dirait qu'on ne sait plus quoi dire. Là. Donc, si au moins on a un document, des choses qui nous permettent de se souvenir aussi des moments clés de sa vie de la personne, on peut bâtir en fait la discussion et la grille à partir de ces photos-là. On peut aussi porter attention, se dire, bon, mais cette semaine, je vais porter attention justement à son interaction avec différentes personnes, l'interaction qu'elle a avec différents objets, dans différents environnements, et comment elle nous transmet en fait son intérêt et ses préférences. Donc, que ce soit par des gestes moteurs, son attention soutenue vers l'objet, la personne. Est-ce que durant l'activité, son niveau d'alerte tout d'un coup augmente? Donc, j'avais fait des activités musicales, par exemple, et là, beaucoup de personnes avec un polyhandicap, par exemple, on voyait tout de suite leur niveau d'alerte qui augmentait, par exemple, lorsque le piano arrivait ou la guitare. Donc, pour nous, c'est tous des indices liés à l'intérêt que la personne pourrait avoir et donc des indices pour identifier son projet de vie aussi à l'âge. Également, une autre stratégie pour nous aider à compléter la grille face au téléphone, la grille de champ d'intérêt, c'est l'histoire de vie de la personne. Donc, l'histoire de vie, en fait, se base beaucoup sur le photo-voix, l'utilisation de photos, de vidéos de la personne. Maintenant, on a tout le temps un cellulaire avec nous, on dirait, là, pour prendre justement capter des moments là, de la vie de la personne. Donc, c'est d'utiliser différentes photos, différentes vidéos, différents objets que la personne a utilisés et aimés beaucoup dans sa vie pour recréer son histoire de vie. Pour recréer aussi des événements clés de son parcours et pour donc regarder, mais c'est quoi la musique qu'elle aimait, les objets. Donc, des fois, ça nous permet, en recréant son histoire de vie, de se rappeler de ces concepts-là, de ces événements-là qui ont eu du sens pour la personne.
Et dans la littérature, ce qui ressort beaucoup, l'histoire de vie a été utilisée pas dans le concept de la transition vers la vie adulte, mais un peu plus vers la transition vers le vieillissement, justement pour voir qu'est-ce que la personne aimerait à travers les différentes étapes de son vieillissement. Et ça nous permettait, en fait, en utilisant cette approche-là, de vraiment faciliter la compréhension de ses intérêts, mais aussi de lui permettre à la personne de mieux verbaliser, de mieux communiquer ses préférences aussi, et de voir la personne au-delà de son handicap. Donc, en disant, waouh, c'est vrai que je me rappelle comment elle était bien, elle était joyeuse dans cette activité-là, c'est vrai. Donc, on bâtit positivement, en fait, également cette grille-là, en se souvenant des événements positifs également. Donc, si on revient ensuite à la phase d'exploration, on regarde en fait les deux autres actions incluses dans cette phase-là. Donc, oui, on vient de parler de l'identification pour son projet de vie via la grille, mais ensuite, c'est la création de son portfolio. Il y a différents milieux scolaires qui offrent en fait cette possibilité-là. S'ils ne l'offrent pas, on peut aussi proposer en fait la création du portfolio. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un peu, oui, un peu la grille d'observation des champs d'intérêt, mais ça cible davantage l'autonomie de la personne. Comment la personne réalise les différentes activités de la vie quotidienne? C'est quoi son niveau d'autonomie? C'est quoi les stratégies qui sont mises en place actuellement pour favoriser son autonomie? Parce que le but, en fait, c'est que toutes les stratégies qui ont développées à l'école puissent être transmises aux organismes communautaires, au réseau de la santé qui va offrir les activités de jour à l'âge adulte, pour éviter qu'on ait toujours à refaire un peu tout ce processus-là d'apprendre à comprendre la personne et de proposer des nouvelles stratégies. Donc, le portfolio peut être sous forme, par exemple, pour ma sœur, ça avait été des images avec des explications. Ça peut être des vidéos de la personne en action, par exemple. Et le but, c'est vraiment que ce portfolio-là puisse être construit via toutes les personnes qui connaissent la personne, mais être transmis aux personnes qui vont s'occuper, en fait, soutenir là, la participation sociale du jeune adulte lorsqu'il va avoir quitté l'école. Et la dernière action, c'est le soutien psychosocial à offrir aux parents. La démarche TEVA cible un peu la démarche très générale là, au Québec, cible un peu le soutien psychosocial à offrir aux parents, mais lorsqu'on je m'entretenais avec les différents parents lors des entrevues, plusieurs parents me disaient, moi, c'est une phase très anxiogène. Je me rappelle d'une maman qui disait, moi, depuis que mon jeune est rentré à l'école, je pense déjà à la transition vers la vie adulte, déjà quand il va avoir 21 ans. Donc, ça fait des nombreuses années où que cette maman-là réfléchissait à ce qui va se passer là, dans le fameux 21 ans. Donc, pour ce que les parents me disaient, ben c'est sûr qu'on aimerait ça, pouvoir peut-être en parler, pouvoir avoir un soutien qui nous est propre, parce que c'est sûr que les parents ont tendance à beaucoup vouloir soutenir le jeune, mais c'est une période aussi très anxiogène pour les parents aussi. Donc, j'encourage beaucoup les intervenants à pouvoir soutenir les parents également à travers cette phase-là. Et bon, c'est sûr, j'ai un point de vue très ergothérapeute, étant ergothérapeute de formation, mais c'est sûr que dans des moments de transition comme ça, qui sont assez déboussolantes, je pense que c'est un mot qui se dit, mais bref, qui déboussole beaucoup là, le quotidien des personnes, c'est important justement de pouvoir avoir un certain équilibre, hein, parce que souvent, il y a des parents qui vont arrêter de travailler pour s'occuper de la personne, considérant les places limitées, vont devoir justement quitter les différents rôles sociaux qu'ils occupaient. Donc, du point de vue très en ergothérapie, pour nous, c'est important que les parents puissent maintenir leur équilibre occupationnel, leur occupation dans la vie de tous les jours, qui font du sens pour eux et qui leur permettent aussi d'être une personne à part entière. Et ça permet justement de faciliter l'adaptation à travers des périodes de vie difficiles. Ensuite, on se souvient de la deuxième phase de la démarche TEVA. C'était la phase de personnalisation. Donc, si on se souvient, cette phase-là cible l'identification des objectifs d'intervention. Pour les objectifs d'intervention pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde, c'est important qu'ils soient centrés, oui, sur la personne et sa famille, que ça soit pour cibler en fonction de la grille aussi des intérêts, des forces et ses défis, donc centré aussi sur qu'est-ce qui se ressort là, de cette grille-là, et d'être adapté en fonction de ses capacités et de son projet de vie. C'est important de se dire que cette personne-là va continuer
se développer à l'âge de 21 ans. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'elle puisse continuer de se développer et ne pas perdre de ses acquis lorsqu'elle va avoir quitté l'école. On peut se questionner aussi justement pour dire, bon, ben, c'est quoi les ressources qu'on a à l'extérieur, dans la communauté aussi, pour permettre de soutenir le développement de ces capacités-là à l'âge adulte. Ensuite, on encourage beaucoup dans la dernière année de fréquentation scolaire ou l'autre année avant, les parents d'aller visiter les centres d'activité de jour avec la personne et avec, ben oui, la famille, c'est sûr, pour justement voir comment, ben, c'est quoi l'environnement physique, c'est qui fréquente ce centre-là, mais comment est-ce que la personne se sent dans le centre d'activité de jour. Et ça va nous donner beaucoup d'informations sur justement l'adéquation entre le service qui est offert et entre les besoins, les capacités. Est-ce que cette personne-là se sent à l'aise aussi dans ce milieu-là? Plusieurs organismes communautaires, voire des milieux plusieurs centres d'activité de jour dans les réseaux de la santé peuvent accueillir des parents qui souhaitent venir visiter leur milieu. Souvent, je parlais justement là, à un organisme communautaire qui nous dit ben, il y a peu de parents qui nous appellent, puis quand on leur dit vous auriez pu venir visiter, les parents ne le savaient pas. Donc, justement, j'encourage les parents à dire ben, vous pouvez vous informer, voir est-ce que c'est possible de venir le visiter. Et des fois, si vous avez une personne qui travaille en travail social, c'est possible qu'elle puisse vous accompagner aussi pour vous soutenir à travers cette première visite-là. Donc, ça vaut la peine des fois de le demander. Donc, qu'est-ce qui existe aussi pour vous soutenir à travers cette découverte des nouveaux milieux qui vont être disponibles à l'âge adulte. Et pour la troisième phase de l'approche TEVA, celle de concrétisation, encore une fois, dans le but de faciliter justement le continuum, hein, le continuum des approches qui ont été mises en place auprès de la personne, donc pour éviter qu'on ait à réapprendre à la connaître à l'âge adulte, ça serait extraordinaire si les intervenants des centres d'activité de jour pourraient venir observer la personne à l'école. Parce que, bon, les personnes enseignantes ont travaillé très fort pour apprendre à la connaître, ont développé beaucoup de stratégies pour la soutenir au quotidien. Donc, si les intervenants des centres d'activité de jour pouvaient venir la voir comment la personne fonctionne, les stratégies mises en place, ça favoriserait vraiment cette continuité-là là, dans les services qui lui est offerts. Bien sûr, lorsque c'est possible, on recommande également une intégration graduelle et à l'avance de la personne pour éviter cette fameuse coupure drastique là, des services. Donc, voilà, le 22 juin, l'école est finie, tu quittes l'école vers un nouveau milieu. Le but, c'est pas justement que cette coupure-là soit drastique, mais lui permettre à la personne de s'adapter, d'apprivoiser son nouvel environnement physique et social. C'est sûr que là, les places sont limitées, il y a des temps d'attente, donc l'intégration souvent n'est pas nécessairement possible. Ce qu'on recommandait aux organismes communautaires et au milieu de la santé qui offrent les services d'activité de jour, c'est est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir quelques fois par année des portes ouvertes où la personne, justement, on invite les personnes qui vont transitionner et leur famille à venir au moins visiter, à venir faire une activité ou deux dans le nouvel environnement pour justement leur permettre d'avoir au moins un premier contact là, avec ce nouveau service-là. Et pour favoriser, donc si on se souvient de la transition vers la vie adulte, c'est aussi la fin des services de santé pédiatrique. Donc, pour s'assurer d'une continuité dans ces services de santé-là, on peut demander en fait à tous les professionnels de la santé qui sont intervenus auprès de la personne ayant une déficience intellectuelle profonde de venir rédiger un document où on explique toutes les interventions qui ont été faites, les évaluations aussi, mais aussi qu'est-ce qui serait à surveiller à l'âge adulte. C'est quoi les actions en santé et services sociaux qui devraient être mises en place pour justement que les personnes puissent savoir à quoi s'attendre aussi. C'est qui aussi les partenaires à contacter parce que souvent les parents doivent trouver et chercher assez loin là, pour trouver c'est qui les personnes à l'adulte qui vont pouvoir s'occuper du dossier. Donc, si cette démarche-là peut être faite en partenariat avec le professionnel en pédiatrie, c'est toujours facilitant. Donc, aussi, dans ce guide-là, on ne le retrouve pas nécessairement dans le guide, mais ça fait partie là, des actions que j'aimerais bonifier là, dans les prochaines moutures de ce guide-là. C'est justement de trouver c'est quoi les stratégies pour favoriser l'engagement des personnes ayant un polyhandicap
ou ayant une déficience intellectuelle profonde pour augmenter leur engagement dans chacune des activités qu'on leur propose. Donc, c'est probablement tout, vous, la plupart des parents ici qui m'écoutent, c'est tous des choses que vous faites, mais qui ne sont pas nécessairement acquises pour les intervenants. Donc, c'est pour ça que je tenais quand même à le mettre ici. Mais c'est sûr que proposer des activités qui sont très attractives, donc on dit utiliser beaucoup différents sens, que ce soit au niveau du sens touché, que ce soit olfactif, du visuel aussi, donc des activités qui vont solliciter plusieurs sens et qui sont également physiquement adaptées. Et c'est souvent un défi là, dans les centres d'activité de jour parce qu'on a des groupes très hétérogènes, mais quand on peut adapter l'activité pour la personne, c'est certainement un grand facilitateur pour favoriser son engagement. On doit également s'assurer de proposer une occupation qui inclut, qui est adaptée en fait aux intérêts de la personne. D'où la pertinence aussi de son portfolio, donc de savoir c'est quoi ses forces, ses défis, mais également de savoir c'est quoi ses intérêts qui ont été mentionnés dans la grille d'observation. Bien sûr, d'avoir une attitude positive, d'encourager, d'être joyeux également, d'avoir aussi un sentiment de permettre à la personne d'avoir ce sentiment d'appartenance-là au groupe, et c'est beaucoup via lui permettre de contribuer à l'activité, de lui permettre d'être impliqué au maximum dans les prises de décision, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dans l'activité, elle ait ces petits moments où elle peut s'engager au maximum de ses capacités. Et bien sûr, d'offrir un temps de réponse suffisant et de répéter l'activité. Ce n'est pas une première fois qui a été peut-être moins réussie qu'on a pu la présenter. Souvent, la personne, elle va pouvoir apprendre à connaître l'activité et s'engager de plus en plus au sein de cette nouvelle activité. Une stratégie beaucoup là, qui ressort dans les écrits également, c'est les histoires multisensorielles qui permettent aux personnes présentant des incapacités significatives de pouvoir s'adapter à différents changements qui surviennent dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'est une histoire multisensorielle? En fait, contrairement à une histoire habituelle où ça va être vraiment des textes avec des images, on va utiliser tous les sens possibles. Donc, si on se souvient, on a plusieurs sens, que ce soit, oui, visuel, qu'on utilise beaucoup dans les histoires traditionnelles, mais on a les sens aussi olfactifs, on a l'audition aussi, on a le toucher, et on en a beaucoup d'autres aussi. Donc, en utilisant ces différents sens-là pour venir appuyer chacune des phrases qui racontent l'histoire, on va vraiment s'assurer que la personne comprenne au maximum l'histoire qu'on lui raconte et aussi ça va lui permettre, par le fait même, là, de pouvoir augmenter son niveau d'alerte et rester très attentive à l'histoire. En utilisant une histoire multisensorielle, c'est donc de pouvoir sélectionner chacun des stimuli en fonction du contenu de la phrase, mais aussi des préférences et des capacités de la personne. Si la personne aime beaucoup toucher à différentes textures ou elle aime beaucoup, je pense à ma sœur, elle, c'est la musique qui l'allume. Donc, si c'est la musique qui va venir justement lui permettre de comprendre et de l'allumer, on va pouvoir prendre un peu plus de ces stimuli-là et venir appuyer chacune des phrases. Et juste pour vous donner un exemple, j'avais demandé à des stagiaires en ergothérapie là, dans un organisme communautaire de créer une histoire multisensorielle. Et le thème était une visite en fait, un voyage dans la jungle. Et juste pour vous dire qu'est-ce qu'on utilisait justement là, pour chacun des sens, pour les thèmes clés des phrases. Donc, par exemple, là, on allait dans le désert. Donc, dans le désert, il fait chaud. On avait utilisé un sac magique chaud, justement. Donc, chacune des personnes pouvait toucher le sac magique. Il mettait la nuit à pleuvoir. Donc, on avait un bâton de pluie. On utilisait donc l'audition et la personne pouvait venir bouger le bâton de pluie. On avait aussi un vaporisateur d'eau aussi pour venir sentir la pluie. Donc, bref, il y a différents sens et différentes façons de venir appuyer chacune des phrases autrement que juste par une image aussi. Et finalement, j'ai beaucoup d'informations en très peu de temps et j'ai tendance à parler vite, donc n'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat. Mais on retrouve à la fin de ce guide-là également une liste d'actions à cocher, donc en anglais, un checklist aussi,
Et c'était justement une demande des parents et des intervenants de dire est-ce qu'on peut retrouver, là, parce les parents sont souvent bombardés d'informations au quotidien, une, euh, une page où on peut retrouver l'ensemble des actions à entreprendre, c'est qui les responsables, donc, devraient être impliqués dans ces actions-là pour qu'on puisse s'y repérer facilement et ensuite venir là, cocher qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc, c'est ce qu'on retrouve en fait à la fin de ce guide-là pour nous permettre de se repérer dans le dédale des actions à entreprendre face à la transition vers la vie adulte. Donc, en conclusion, c'est un premier guide qui cible vraiment là, les besoins spécifiques des personnes ayant des déficience intellectuelle profonde et leur famille. On est vraiment très content d'avoir pu débuter et terminer donc l'ensemble du processus en collaboration avec des parents et des intervenants ainsi que des gestionnaires. Puis pour nous, c'était significatif parce que ça démontre en fait l'intérêt que les personnes portent justement à cet événement de vie-là et à cette clientèle. Et ensuite, pour nous, c'est important, on commence de plus en plus à trouver des stratégies pour venir faire en sorte que cette démarche-là soit centrée sur la personne. Donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir m'assurer que ce guide-là puisse continuer de vivre et j'en remercie beaucoup l'accompagnateur de pouvoir le diffuser davantage. Et pour moi, c'est aussi, j'ai toujours ça en tête via mes projets de recherche, de pouvoir le bonifier. Donc là, en ce moment, on travaille là, sur une approche là, basée sur l'histoire de vie, justement pour mieux comprendre l'application de l'histoire de vie de ces personnes-là et donc pouvoir bonifier le guide par la suite lorsqu'on va pouvoir justement avoir cette meilleure compréhension-là. Donc, ce n'est pas fini, c'est en continu, mais tant mieux, ça peut au moins vous offrir là, une première base, mais soyez là, vigilants dans les prochaines années, possiblement qu'il va y avoir une deuxième mouture qui va vous être proposée. Et donc, pour ceux intéressés, voici les différentes références qui étaient utilisées, mais sinon, vous allez avoir accès à la présentation et au guide via l'accompagnateur. Donc, 42 minutes, j'ai bien rentré Ben dans oui, mon... merci beaucoup. Merci. Écoutez, je vais arrêter tout de suite l'enregistrement.